Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Wall Street Hebdo, le rendez-vous que nous préparons toutes les semaines avec Paul et que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'atelier des options pour bien entamer la semaine à Wall Street. Au programme cette semaine, eh bien, un moment clé sur les marchés puisque c'est une nouvelle échéance qu'on entame, celle d'octobre, et surtout on vient de clôturer celle du mois de septembre qui était une échéance majeure. On va voir tous les enjeux techniques et puis la configuration graphique du S&P. On s'intéressera à quelques grosses capitalisations, dont un suivi notamment sur Tesla et Nvidia. On ira ensuite voir le ratio put-call des principales publications de la semaine. On s'intéressera au volume inhabituel détecté par Paul, qui peuvent nous donner des éléments sur la tendance du marché. Et puis on terminera comme toujours par un point sur nos différentes stratégies. Alors, comme vous le savez maintenant, on a entamé une série de 3 webinaires avec le CBOE. 2 ont déjà eu lieu, les mardis derniers et mardi précédent, et le dernier aura lieu demain, mardi 23. Il est encore temps de vous abonner si vous voulez aller un cran plus loin. On passe vraiment à un niveau supérieur en termes de stratégie et de fonctionnement des options dans cette cours de ce webinaire qui aura lieu demain à 18h. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur le site de l'atelier des options et nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Merci d'avoir déjà été très nombreux à venir suivre ces webinaires. On voit que le marché des options vous intéresse et que vous essayez de comprendre, et on est ravis si on peut vous aider. En tout cas, les retours sont très positifs pour l'instant. On va continuer notre sommaire de la semaine avec évidemment le calendrier boursier qui va être dense cette semaine. En tout cas, peu de rendez-vous, mais des rendez-vous majeurs. Cible atteinte sur le S&P, on va aller voir les enjeux suite à cette échéance technique. On avait dit que la cible se situe aux alentours des 6660 points. On a atteint ce niveau sur le S&P. On va voir maintenant quels éléments on peut en attendre pour la suite. On va faire un suivi. Marcel sur les réseaux nous a demandé de faire un point sur XLE, le TF XLE. Lui, il y voit une tasse séance. Je vais regarder en détail graphiquement ce que j'en pense, vous donner mon point de vue dessus. On fera un point sur Nvidia et Tesla qu'on avait évoqué la semaine dernière. C'est des éléments techniques intéressants de marché. Un petit retour sur FedEx aussi. On avait indiqué une grosse prudence avant la publication. Ça se matérialise un peu. Cette semaine, les 2 grosses publications, ce sera Micron et Costco. Je vous ai déjà mis les couleurs, on va détailler ça dans quelques secondes. Il y a peut-être des excès sur Micron, mais un ratio put-call qui n'est pas évident. Volume inhabituel, c'est XLI sur cet ETF que Paul a détecté un volume inhabituel. On avait détecté un volume inhabituel haussier il y a quelques semaines et le scénario s'était mis en place. Maintenant, c'est une grosse stratégie baissière manifestement qui s'est mise en place sur le XLI. On va aller voir ça dans quelques instants. Ça peut donner des éléments pour la suite. On va faire un point sur nos stratégies puisque la semaine dernière, 3 stratégies ont été clôturées, 2 gagnantes et 1 perdante. On arrive à 88,5% de réussite sur les différentes stratégies. En revanche, exceptionnellement, cette semaine, on a décidé de prendre un joker et de ne pas vous proposer de nouvelles stratégies. Il se trouve que ça fait 28 semaines que nous proposons des stratégies, presque 6 mois maintenant que vous nous suivez régulièrement, et on vous en remercie. Pensez à liker, à partager ce contenu d'ailleurs pour le valoriser, vous savez comment ça fonctionne. Et cette semaine, pas de stratégie, pourquoi ? Parce qu'on a encore 2 stratégies ouvertes qui sont déjà baissières sur NEM et AXP. On ne voulait pas renforcer et avoir trop de biais sur des stratégies. Or, on n'a pas trouvé de configuration qui était parfaite. Donc, ça fait partie du trading aussi. 28 semaines, c'est déjà pas mal, 28 stratégies d'affilée, et on s'est dit qu'il ne fallait pas forcer les choses, que le fait de faire des opérations de marché, c'est de savoir aussi s'arrêter quand on n'a pas quelque chose de pertinent. Et donc, ça tient aussi à ça, ce taux de réussite, c'est d'être capable de faire une pause à un moment quand on n'a rien de flagrant. Alors, on le fera pas régulièrement, bien sûr. On aura des stratégies à vous proposer toutes les autres semaines, mais cette fois-ci, exceptionnellement, on met un petit joker et on va aller faire un point quand même sur pas mal d'éléments. Vous allez comprendre que la situation est assez ouverte encore et que donc ça facilite pas l'ouverture de nouvelles positions. Il va falloir y voir plus clair. Alors, ce sera peut-être le cas, des stratégies seront peut-être détectées dans le courant de la semaine, mais on voulait pas forcer les choses dès le lundi. Voilà. Alors, on va voir notre calendrier de la semaine. Nouvelle échéance technique, c'est important puisque l'échéance des marchés dérivés du mois de septembre est une échéance clé. On y est arrivé avec pas mal d'intérêt et
Le fait d'entamer celle d'octobre, eh bien, ça ouvre les perspectives de peut-être un retracement de marché, pourquoi pas. Il faut rappeler que la saisonnalité n'est pas favorable sur les indices, sur le S&P notamment, en cette période de l'année, et notamment après le 18-19 septembre. Or, évidemment, ça correspond à l'échéance technique des marchés dérivés, donc une page blanche à reconstruire, donc on n'a pas de signe de baisse à proprement parler pour l'instant, mais quelque chose d'important à surveiller. On va aller voir ces enjeux techniques dans un instant. Calendrier macro de la semaine, eh bien, on aura mardi des PMI manufacturiers et dans les services à Wall Street. Je rappelle que les PMI sont des indicateurs des directeurs d'achat, un indice des directeurs d'achat, donc un sondage formé auprès des directeurs d'achat de plus de 400 sociétés, grosses compagnies américaines. Le but, c'est de déterminer un peu la tendance, l'ambiance économiquement parlant, et c'est donc considéré comme un indicateur avancé sur la santé de l'économie. Donc un rendez-vous qui va être important à surveiller. Ce sera suivi en plus mardi par un discours de Jerome Powell qui donnera des éléments peut-être intéressants suite à la réunion de la Fed de la semaine dernière, bien entendu, et le début de cette séquence de baisse des taux, manifestement 3 baisses de taux à suivre, donc une déjà et peut-être 2 autres prochainement. Jeudi, on aura le PIB américain pour le deuxième trimestre et la deuxième estimation, c'est moins important. En revanche, vendredi, ça va être la grosse publication de la semaine, l'indice PCE Core. Ça, c'est l'indice de l'inflation qui est le plus observé par la Fed. On sait qu'il y a des frémissements du côté de l'inflation depuis quelques temps. Donc, prudence de ce côté-là, ça va être le point d'ancrage de cette semaine. Et très probablement un gros pivot pour entamer cette nouvelle échéance. Il se peut qu'il n'y ait pas énormément d'initiatives d'ici là. On va regarder ça, bien sûr, en détail. Et puis, du côté micro, il y a encore deux publications, Micron et Costco. Alors on va les regarder dans un instant, les configurations graphiques des deux valeurs. Je vous ai mis les ratios put-call à l'écran. Micron, je l'ai mise en orange, et pourtant il est à 0,37, j'aurais dû le mettre en rouge, mais quelque chose me gêne, c'est que sur la semaine, puisqu'il y a des options, vous le savez, qui existent de façon mensuelle, qui sont les options les plus traitées, qui sont plus la référence en termes de ratio put-call, donc pour l'échéance qui aura lieu le 17 octobre prochain, le ratio put-call est à 0,37, donc on pourrait penser qu'on est hyper complaisant sur Micron, sauf que sur les options qui ont lieu, dont l'échéance a lieu cette semaine, les options hebdomadaires, eh bien là le ratio put-call est à 0,92, donc on a quelque chose de mitigé. On va aller regarder quand même les enjeux techniques pour Micron, mais on n'a pas quelque chose de flagrant ici qui nous laisse à penser que Micron devrait retracer, même malgré son très beau parcours récent. Pour Costco, eh bien, on est en haut de marché, mais on est dans un range, et là on voit que les opérateurs sont hyper prudents, un ratio put-call de 1,36, ça c'est peut-être assez positif pour entamer cette publication de Costco. On va aller regarder aussi sa configuration, bien entendu, dans un instant. Alors, avant tout, on va passer à la lecture graphique du S&P que vous avez ici en hebdomadaire. J'ai beaucoup dézoomé. On va se focaliser sur la bougie de la semaine dernière. Encore une hausse. On a progressé donc de 1,22% la semaine dernière. On s'est bien affranchi de ce niveau de 6481 points. Je rappelle que la cible légitime, c'est 6740. Et en dupliquant le range 6215, 6481, c'est la cible légitime. Reste que, regardez, on a atteint la borne haute du canal haussier de long terme. Là, je vais dézoomer un peu en mensuel pour qu'on voit l'enjeu de long terme. Le S&P évolue au sein de ce canal haussier depuis maintenant 2020, très bien testé en 2022, à nouveau en 2023. C'était le point bas du trou d'air, si on peut dire ça, puisque ça a été très rapide au mois d'avril dernier. Et donc là, on atteint cette borne haute. Alors on a l'impression qu'on l'a débordé en mensuel, enfin on l'a débordé en mensuel, mais le mois n'est pas terminé. Quand on zoome en hebdomadaire, on est en train de tester la borne haute, et c'est justement le graphique en journalier qui va nous intéresser particulièrement. Regardez où on est allé vendredi en clôture, au moment de l'expiration des marchés dérivés, pile chercher cette zone cible à 6649, 6674, et le niveau qu'on avait indiqué, c'était 6666, 6667, voilà, hasard des chiffres ou pas, toujours est-il qu'on est arrivé quelque part de clé sur les indices après un rallye qui n'a pas connu beaucoup de pauses récemment, et notamment de cette dernière extension haussière depuis le début du mois de septembre. Alors, au lieu de prendre le ratio put-call et les éléments sur l'échéance en cours, puisque forcément la position ouverte a progressé sur le S&P, je voulais vous donner cette statistique intéressante, c'est que depuis un an, depuis l'échéance des marchés dérivés du mois de septembre, de septembre 2024 sur le S&P, l'indice a progressé de 16,5%. En revanche, en un an glissant aussi, la position ouverte, elle a baissé, elle a diminué de 6%. Donc on est monté depuis un an avec un intérêt qui a baissé. Alors je ne vous remonte pas le graphique, hein, mais on n'est pas, enfin, je vous le montre rapidement plutôt. Voilà, on était en septembre 2024, ici.
septembre 2024, voilà, on était ici à peu près, la position ouverte était 6% supérieure au niveau actuel. Donc vous voyez le parcours de l'indice et une position verte qui a baissé. Donc je voulais vous indiquer ça parce que ça montre quand même qu'on n'a pas un suivi colossal. Normalement, quand on progresse fortement sur les indices comme ça, on doit avoir un intérêt majeur et ça étaye cette idée que les gros acteurs, les grosses mains du marché n'ont peut-être pas accompagné ce mouvement. Donc 16,5% de hausse de l'indice, 6% de baisse de la position verte sur le futur. Je vous rappelle que le futur, c'est la lecture de l'intérêt objectif sur les marchés. Ce nombre de contrats peut augmenter ou diminuer en fonction de la pression. Donc là, on a une petite divergence de ce côté-là qui est à prendre en compte. Autre élément qui est intéressant à prendre en compte, c'est le ratio put-call. On entame ce mois d'octobre avec un ratio put-call à 0,64. De la même façon, je vous rappelle que quand le ratio put-call est entre 0,80 et 1,20, on est à l'équilibre. 0,80, on devient optimiste. 1,20, on est prudent. Quand on passe à 0,64, on est carrément complaisant. Donc prudence de ce côté-là aussi. On entame cette nouvelle échéance avec une grosse complaisance. Alors, pour l'instant, pas de signe baissier, mais on a atteint cette cible graphique. On a un intérêt qui est un peu divergent, et on a beaucoup tiré au cours de cette échéance, c'est souvent le cas pour aller chercher une expiration comme ça, et on a donc atteint des cibles. Par ailleurs, les intérêts sur les options nous indiquent qu'on arrive bien au bout d'un niveau, de cette zone de prix 6660 et 6700 est une zone de prix maximale anticipée par les opérateurs sur l'échéance en cours. Donc pour l'instant, pas beaucoup d'intérêt au-delà. Ça n'empêche pas que ce niveau peut être débordé, mais si c'est le cas, ça accélérera assez brutalement. Pour l'instant, on n'a pas l'air d'anticiper de mouvement supérieur à ce niveau-là. Donc ce premier niveau de 6649 est un pivot, c'est un gros niveau clé. Le premier niveau d'alerte, il va se situer entre 6600 et 6624. Si on passe en dessous, on risque d'accélérer pour aller chercher ce support à 6550 et revenir ensuite, pourquoi pas, sur le bas du range. L'alerte de court terme, elle est relativement lointaine, c'est 6481. Tant qu'on est au-dessus, on est au-delà de ce niveau clé de 6481, on est un range plus haut, ça reste une consolidation, mais ça peut entraîner des mouvements relativement significatifs, puisqu'on peut perdre de l'ordre de 3% pour aller consolider. En revanche, à la hausse, on a une progression maximale théorique de 1,13% pour les jours à venir. Le risque devient vraiment asymétrique sur les indices. Donc prudence de ce côté-là, même si encore une fois on a beaucoup tiré, mais l'aspect technique lié à l'échéance des marchés dérivés est important. Et puis on entame cette période de fragilité sur les marchés. La saisonnalité est un élément à prendre en compte parmi d'autres, ça n'est pas une science exacte bien entendu, mais elle a bien fonctionné et très bien sur les dernières années. Donc prudence sur ces niveaux-là, il est peut-être temps de prendre un peu de bénéfices. On va s'intéresser maintenant, comme promis, comme nous l'a demandé Marcel, à XLE, donc c'est l'ETF SPDR Energy Sector. Donc on est ici en mensuel, je vais zoomer en hebdomadaire pour avoir une photographie globale avant de zoomer en journalier sur ce que Marcel pense avoir détecté comme étant une séance. Alors on a un ETF qui a connu une accélération haussière intéressante, on a stagné depuis maintenant le point haut, cette accélération du mois d'avril dernier, dans un range large 76, 62, 93, 50. On s'était installé depuis le point bas du mois d'avril au-delà d'une ligne de tendance haussière de court terme, très bien testé, de moyen terme maintenant, testé une fois, deux fois, trois fois, 4 fois et 5 fois ici, donc cette oblique est particulièrement importante. Et si on zoome en journalier, parce que j'ai tenté de voir la fameuse séance que nous indiquait Marcel, eh bien, elle serait peut-être ici, donc cette structure en tasse, et puis ici. Sauf que, pour moi, ça n'est pas valable ici, Marcel, parce que on doit avoir une ligne de coup qui est alignée avec la tasse. Je m'explique, si c'est ici qu'est la tasse, alors dans ce cas-là, la anse ne doit pas avoir dépassé et réintégré. Il faudrait qu'il y ait une tasse et une anse et qu'on s'installe au-dessus. Mais si on repasse en dessous, et comme on fait là d'osciller autour des prix, ça fausse cette figure, elle n'est plus valable. Donc pour moi, on n'est pas en présence d'une tasse et anse, on est même plutôt en présence d'une divergence de prix. Regardez ce niveau intermédiaire, 90-68, il a été testé en fin août, testé à nouveau la semaine dernière, le mercredi 17 août, et on a une petite couverture en nuage noir. La bougie du jeudi 18 septembre a ouvert au-delà de la bougie précédente, mais clôturé nettement sous la médiane de la suivante. Puis on a une accélération baissière le vendredi, donc dans un marché par ailleurs qui a bien progressé.
Donc prudence, et pour l'instant, bon, la préouverture indique une baisse aussi. Donc attention à la rupture de cette oblique. Pour la séance du jour, ce sera un niveau situé à 86,02, et c'est surtout la rupture de 81 qui donnerait un message baissier. Donc pour moi, ta séance n'est pas valide ici. On est plutôt en présence d'un échec dans un mouvement haussier, et donc un risque de consolidation plus qu'autre chose. Si en revanche on passe 90,68, là on repart à la hausse, mais dans tous les cas, on ne pourra pas tirer d'enseignement de cette structure pour avoir des zones de prix, de projection de zones de prix. En revanche, rien n'empêche de dupliquer les ranges par le haut pour avoir des extensions, et dans ce cas-là, bien d'envisager au débordement de ce grand range des cibles suivantes qu'on peut matérialiser ici par exemple, avec donc les tops à 93,50 et puis un niveau cible qui est situé aux alentours des tops historiques testés en novembre 2024 à 96,48. Voilà, j'espère vous avoir répondu et que les éléments sont plus clairs. On va revenir sur Nvidia parce que il y a deux éléments que je vous indiquais. D'une part, le fait qu'on entame une nouvelle échéance. Or, il y a eu un intérêt acheteur très fort sur Nvidia qui a porté le titre. Et vous savez que pour que les arbitragistes puissent répondre à la demande des acheteurs d'options d'achat, en l'occurrence, puisque c'était 13 acheteurs sur le titre, eh bien, ils ont dû acheter des actions en contrepartie. Donc moi je me méfie toujours après une grosse séquence haussière comme ça, que les arbitragistes, les market makers n'aient pas besoin d'alléger leur position. Et on voit sur le titre beaucoup de volatilité. Gap baissier le 2 septembre, gap haussier, donc un Island Reversal le 10 septembre, gap baissier à nouveau, comblé lui aussi le 17 septembre, gap haussier ensuite le 18 septembre, donc on a toute une série de gaps, celui-là a été comblé, mais gap baissier suivi d'un gap haussier comblé dans séance, on a beaucoup de volatilité. Donc pour l'instant c'est une pause qui se met en place sur Nvidia, la structure en épaule, tête-épaule qu'on avait détectée a été invalidée. En revanche, cette zone de prix 164,90 devrait être préservée. On est pour l'instant dans un range, pas énormément d'éléments à donner. 164,90, 182,90 sont les enjeux pour Nvidia pour la suite. La façon dont on va sortir de cette zone de congestion va être importante, mais pour l'instant, encore une fois, compte tenu de la configuration graphique et surtout technique, on peut s'attendre plutôt à une pause sur le titre. Je vous trace des traits d'essai pour voir ici si on n'est pas dans un triangle, mais vous voyez, on n'a pas un trait parfait ici. En tout cas, pour l'instant, un peu de prudence. Au plus court, 171,19, 176,48. Pour Tesla, que je vous avais analysé la semaine dernière en détail, on avait indiqué que la sortie du grand triangle symétrique donnait comme cible graphique 427,80. On est allé chercher cette cible. Je vous rappelle que pour détecter la cible, on avait dupliqué le triangle par le haut, donc ce grand triangle rectangle, la base de ce triangle par le haut, ça donnait 427,80. On est allé parfaitement chercher la cible, on oscille autour depuis quelques séances maintenant. On voit que c'est un niveau contre lequel on bute. Attention, parce que c'est un gros niveau pour le titre, donc cette zone 427-441, c'est peut-être la fin d'un mouvement à court terme en tout cas, et on peut se méfier aussi de cette bougie de la semaine dernière, ce pendu en haut de marché, donc gap haussier, et puis ce pendu, une grande bougie avec un petit corps en haut, des grandes mèches avec un petit corps en haut. Attention à ce que ce ne soit pas un pendu. Pour l'instant, en préouverture, on est en hausse, mais il ne faudrait pas que le titre baisse fortement à la suite ou forme des gaps baissiers. Ensuite, après cette bougie-là, on aura une configuration assez baissière. Donc pour l'instant, ça reste haussier, mais on a atteint une cible graphique et on voit un petit peu d'épuisement tant sur les oscillateurs qu'en termes de volume. Donc on a peut-être atteint quelque chose sur Tesla. Je voulais revenir sur FedEx qu'on avait évoqué ensemble la semaine dernière. FedEx, c'est aussi un moteur de la santé de l'économie. Or, on avait indiqué un ratio put-call qui était quand même très pessimiste ou assez pessimiste, et puis cette possible sortie d'un triangle symétrique. Alors la sortie n'a pas été franche, mais on est plutôt du bon côté du range 214, 242, 214,80, 242,10, au-delà de 230,60, il y a un petit peu de mieux, et des volumes qui ont été assez significatifs en clôture, au cours de la clôture de vendredi dernier. Pour l'instant, on est au-delà de 230,60, donc il y a peut-être une réactivation haussière à envisager pour FedEx, qui est à surveiller pour aller chercher 242,10, pourquoi pas, et surtout si on sort de ce range 214,80, 242,10, aller chercher des extensions, 270,10, 274,10, et puis les tops à 293,40, ça ce serait le max. Pour l'instant, on n'a pas vraiment le momentum pour ça, mais au moins un petit peu de mieux pour FedEx qui se stabilise dans ce range, et encore une fois un ratio put-call qui a été intéressant. Je vais vous montrer rapidement la configuration de Micron. Micron Technology qui a fait un parcours colossal, on voit le titre en mensuel ici,
depuis sa fausse sortie par le bas sous 84,16 et la réintégration en mai dernier, puissante accélération haussière, débordement de cette oblique baissière pour aller chercher une cible à 129,80, une pause et une deuxième accélération haussière extrêmement puissante. Hein. Sur le mois en cours, on était en hausse de plus de 36%, rien que sur le mois qui n'est pas clôturé. On arrive sur des niveaux cibles. À mon sens, cette zone 163, 60, 175, 20 est un niveau clé. On a eu un petit peu de rejet dans cette zone cible. On a déjà formé un très beau parcours, un fanion parfaitement réalisé, une deuxième accélération haussière, une cible atteinte aussi. Donc on a été déjà à atteindre quelque chose. Donc peut-être un peu de prudence, d'autant plus que quand on regarde en journalier, on a toute cette configuration avec un grand Maru-Bozu en haut de marché, ce pendu aussi ici, et pour l'instant un peu d'hésitation, même si le gap qui avait été ouvert a été comblé. Par ailleurs, si on travaille la théorie des gaps, gap de rupture, gap de continuation ou gap commun, l'un ou l'autre, et puis on a été chercher la cible graphique, et là, attention à ce que ce ne soit pas le gap d'épuisement, même s'il a été comblé et préservé pour l'instant, si on se réinstalle en dessous, il y a des risques de consolidation. Alors comme je vous le disais, le ratio put-call ne nous donne pas d'éléments de nature à être très agressif sur une stratégie, puisqu'on est très optimiste, mais c'est assez normal compte tenu du parcours sur l'échéance du mois d'octobre. On est relativement prudent pour la semaine en cours, donc encore une fois, il peut y avoir de la volatilité, et un titre qui, bien, comme des opérateurs ont bien anticipé le mouvement de hausse et enregistré que le titre publierait cette semaine, bien d'être un petit peu prudent en amont, donc pas d'extrême, mais un titre qui est intéressant à surveiller évidemment compte tenu de son parcours. Costco Wholesales, pareil, un très beau parcours haussier depuis quelques semaines. On est un peu en pause maintenant depuis le point haut du mois de février dernier, avec donc une latéralisation au plus large entre 869,72 et 1048,92, au plus court et récemment plutôt 939,89 en borne basse. On teste ce niveau, et donc c'est ça qui nous intéresse. Là, cette fois-ci, le ratio put-call est très prudent sur Costco, donc l'enjeu, eh bien, c'est de préserver 989,39, d'aller déborder 988,57 pour rallier pourquoi pas les tops et réactiver un mouvement haussier sur le titre. On peut envisager, bien, dans ce cas, tant qu'on préserve ce niveau, bien, d'aller pourquoi pas sortir de cette grosse congestion dans un premier temps pour aller chercher des extensions pour Costco en direction de 1159,50 si on arrive à déborder 1048,92. Donc déjà le débordement 988,57 donnera un peu de mieux. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce titre cette semaine en amont de sa publication. Attention, sous 939,89, on reviendrait dans le bas du range 869,72. Vous avez compris que c'était le niveau d'alerte. Bien entendu, ce gros support de 869,72. Volume inhabituel détecté sur le XLI. C'est le SPDR Industrial. On avait détecté il y a quelques semaines des ventes de put agressives qui indiquaient des probables hausses sur le titre. Et bien, le mouvement haussier s'est produit. On a eu un large gap haussier en hebdomadaire sur cet ETF donc, du secteur industriel américain au mois de mai. La stratégie haussière s'est bien mise en place. On avait indiqué une cible à 155,60, on n'en était pas loin en dupliquant le range précédent. Mais là, ce que Paul a détecté pour nous cette semaine sont deux gros achats de put. Un achat de 66 000 put d'échéance octobre, donc du 17 octobre, sur l'échéance du 17 octobre, la grosse échéance mensuelle à venir, du put 142. Donc un opérateur qui considère qu'on va soit baisser rapidement, soit passer sous 142 d'ici l'échéance. Et puis, même opérateur manifestement qui a acheté 78 000 puts, donc encore plus important, pour l'échéance du 31 octobre, donc une échéance moins classique on va dire, mais une échéance sur le mois d'octobre, à 130 cette fois-ci. Donc un opérateur qui anticipe un mouvement de consolidation significatif, de baisse même significatif sur cet ETF. Ça pourrait étayer donc ce scénario, encore une fois, d'une consolidation sur le marché après le parcours qu'on vient de connaître, rien d'inhabituel. Et puis on va clôturer cette séquence par un petit point sur nos différentes stratégies, comme on l'avait évoqué ensemble. Alors, je reviens sur les stratégies et le tableau de synthèse que vous avez à l'écran. On avait un bear call spread sur le S&P qui est terminé perdant. C'est notre troisième trade perdant depuis qu'on fait cette séquence ensemble, donc sur 28 trades. Ça porte la statistique à 88,5% de stratégie gagnante quand même. La semaine dernière, deux belles clôtures, puisque le bull call spread synthétique sur Palantir s'est terminé par un gain. On rappelle que c'était une stratégie particulière, puisque grâce au taux d'intérêt, cette stratégie avait un taux de réussite assuré, avec soit aucun gain mais pas de perte, un tout petit
gain qui permettait de payer les frais mais pas de perte. Et puis le scénario rare, le moins probable s'est produit, c'est que Palantir a explosé à la hausse. Et donc vendredi en clôture, on avait 100% du trade gagnant sur cette opération. Donc je rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de magie, c'est lié au taux d'intérêt et une stratégie backtestée. Elle ne rapporte pas beaucoup, mais elle rapporte et elle est possible à mettre en place compte tenu de cette configuration de taux d'intérêt plus fort en ce moment. Ces écarts de taux d'intérêt permettent de créer ce type de stratégie. Évidemment, pas extrêmement bien payé, puisqu'il y a une probabilité qui est relativement faible d'une part, et un gain qui est limité, mais une stratégie qui, je le confirme, puisque ça avait été un petit peu polémique, on n'annonce pas des choses comme ça n'importe comment, c'était une stratégie qui avait qui était assurée en totalité donc d'avoir une perte limitée à un tout petit gain. On a toujours en cours le Bear Call Spread sur AXP, American Express, et puis sur NEM, Newmont Corporation, deux Bear Call Spread, donc c'est pour ça qu'on renforce pas de stratégie baissière, pour être un peu équilibré. Et puis le Strangle sur Baidu, c'est extrêmement bien passé, vous avez vu la progression et l'explosion haussière de Baidu portée par un news flow positif. Je vous rappelle qu'on avait une configuration graphique qui était plutôt haussière, mais que notre profil indiquait qu'il valait mieux acheter un Strangle pour bien s'assurer de la stratégie. Elle a été donc largement gagnante et assez rapidement, puisque ça date du 8 septembre. Donc pour l'instant, toujours deux stratégies en cours, et on reviendra avec vous la semaine prochaine, évidemment, pour de nouvelles stratégies, et continuer à faire de la pédagogie sur les options. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site de l'Atelier des Options, et vous abonner à notre newsletter, vous abonner aussi bien sûr à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options pour du contenu pédagogique toutes les semaines. Vous pouvez activer les notifications, liker, partager ce contenu, et puis nous faire part de vos commentaires si vous avez des questions et que vous voulez qu'on vous réponde. Excellente semaine à toutes et à tous.